Donc, bonjour à tous. Ce matin, oui, je vais vous parler de contenu. Le contenu, c'est mon métier au quotidien depuis une dizaine d'années, puisque j'encadre une centaine de rédacteurs au sein de la plateforme de rédaction Scribix que j'ai créée il y a maintenant 2 ans. Donc le contenu, quand on parle de SEO, c'est un des 3 piliers fondamentaux du référencement sur Google, avec la technique et la popularité. Donc c'est le 3e pilier. C'est un pilier qu'on a vu vraiment se renforcer ces dernières années. La production de contenu aujourd'hui, elle est vraiment au cœur des problématiques marketing et SEO des entreprises. Et quand on parle de contenu, et de contenu SEO en particulier, il y a un terme qui revient très souvent, sans pour autant être tout à fait explicite, c'est la pertinence. Donc ce que j'ai choisi de vous présenter ce matin et ce dont je voudrais vous parler, c'est justement de ce qu'est un contenu pertinent aujourd'hui aux yeux du moteur de recherche. Alors pour répondre à une question qui m'a été posée un petit peu avant la conférence, je ne vais pas aborder le débat du contenu pertinent pour Google ou pour l'internaute. Je ne suis clairement pas là pour ça. Je vais faire un focus vraiment sur le SEO parce qu'aujourd'hui, de toute façon, un contenu qui n'est pas référencé, c'est un contenu qui n'est pas lu. Donc écrire pour Google sans écrire pour l'internaute, c'est absurde. Mais écrire pour un internaute sans penser à Google, c'est tout aussi absurde. Donc qu'est-ce qu'on entend quand on parle de pertinence en matière de contenu? On entend 3 choses principalement, à savoir la qualité, l'exhaustivité et l'originalité. Alors vous voyez, encore une fois, on parle de termes qui sont quand même très conceptuels, très génériques, et je pense que c'est assez compliqué quand on cherche à produire du contenu, d'imaginer ce qui se cache réellement derrière cette terminologie. La qualité d'abord, rédiger pour Internet et pour un moteur de recherche, c'est pas comme rédiger pour un journal ou rédiger une brève. Enfin, c'est vraiment un exercice qui est très différent puisqu'on a un contexte de lecture qui est très particulier avec l'internaute et qu'on doit lui formuler des contenus qu'il va pouvoir lire sur tous ces supports multimédia et donc par là même répondre finalement à ce que nous demande le moteur, à savoir à la fois simplicité dans l'expression. On est francophone, on est très mal placé pour parler d'écriture simple, mais c'est vraiment ce qu'il faut retrouver quand on parle de rédaction web, c'est de l'écriture simpliste, même quelquefois, avec des phrases très courtes, parce que le moteur, finalement, n'est pas en capacité de comprendre autre chose. Donc l'accumulation, par exemple, de compléments, c'est quelque chose qu'on va bannir. Donc la rédaction web, en ça, est vraiment un exercice particulier, et sa qualité n'est pas une simple qualité rédactionnelle. Il y a énormément de critères techniques qui sont pris en compte et qui vont impacter directement le positionnement d'un contenu. L'exhaustivité ensuite. Donc l'exhaustivité, là aussi, qu'est-ce que c'est qu'un contenu exhaustif? Je serais tentée de dire que c'est un contenu qui n'en fait pas trop. Il y a une tendance assez généralisée sur le web qui est de produire toujours plus de contenu, des contenus toujours plus longs. Et je crois qu'au contraire, aujourd'hui, le moteur tend à rechercher des contenus dont l'exhaustivité soit calibrée. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser 1000 mots pour raconter quelque chose ou répondre à une question à laquelle on peut répondre en 200? C'est quelque chose qui avait peut-être du sens il y a quelques années, mais aujourd'hui on est clairement dans une tendance inverse. Je vous ai mis un exemple un petit peu plus loin dans ma présentation, où le moteur finalement va même privilégier parfois des contenus courts à la place de contenus plus longs. Pourquoi ? Parce que la densité d'informations, finalement, et la pertinence va être plus importante. Donc faire plus long, en substance, ce n'est pas être exhaustif. Être exhaustif, c'est vraiment répondre à l'entièreté du sujet ou de la question, aller de A à Z en profondeur dans son sujet. Le dernier critère, pour moi, qui sert vraiment à évaluer la pertinence, c'est l'originalité. Alors quand on parle d'originalité, on ne parle pas de ne pas faire de duplicate content. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est clairement admis depuis plusieurs années maintenant. On parle d'un contenu frais, d'un contenu qui donne des informations, des vraies, nouvelles et fraîches. Le moteur, aujourd'hui, est en capacité de savoir si tout ce que propose la page, finalement, ce n'est qu'un condensat de tout ce qui a déjà été écrit, ou s'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des points de focus très très importants du moteur
avec l'arrivée notamment des IA de génération de contenu, il y a fort à parier, et je vais en reparler un petit peu plus loin, que le moteur a déjà prévu des parades pour éviter de voir ses résultats, sa SERP, envahie de contenus pauvres en information. Donc l'originalité, c'est l'information, la fraîcheur de l'information, une information actuelle et complète. Donc, on parle de contenu, on parle de page web, on parle de SEO, donc tout part forcément d'un mot-clé. Là aussi, je ne vais rien vous apprendre, hein, ça fait des années qu'on le dit. Pour produire un bon contenu, il faut d'abord choisir un bon mot-clé. Sauf que choisir un bon mot-clé, c'est aussi se poser la question d'à quoi sert mon contenu. C'est aller plus loin que de se dire simplement, ce contenu, ce mot-clé-là, cette requête, elle fait 720 recherches mensuelles, volume estimé par la plupart des outils, donc c'est un bon mot-clé pour moi. Ça, c'est une fausse réalité, puisque finalement, chaque requête aujourd'hui, elle obtient des réponses qui sont très colorées. On n'a pas une réponse unique et une façon de répondre unique du moteur, quelle que soit la requête. Donc la question du mot-clé doit se poser aussi par rapport à ce qu'on veut exprimer, au type d'internaute qu'on souhaite attirer, et pour ça, il va falloir les trouver. Donc, trouver les bons mots-clés, personnellement, j'ai tendance à aller les chercher à la source, et la source, pour moi, ce ne sont absolument pas les outils qui proposent des volumétries. Aujourd'hui, on a beaucoup de surprises quand on utilise correctement la Search Console, et on se rend compte que certains mots-clés qui génèrent pourtant des milliers de visites mensuelles ne sont pas du tout exprimés, n'apparaissent pas dans la plupart des outils. Par contre, quand vous travaillez sur votre site internet ou sur le site de vos clients, vous avez tout intérêt à exploiter cette source de données qui est la Search Console pour trouver des mots-clés qui soient moins travaillés, peut-être, puisque, encore une fois, comme ils n'apparaissent pas dans la plupart des outils, potentiellement, vos concurrents ne les ont pas encore découverts. Et pour moi, la meilleure source, vraiment, de recherche de mots-clés, alors on peut compléter avec les outils, j'en utilise comme à peu près tout le monde dans le SEO, je pense, mais la Search Console est vraiment un vecteur assez sous-exploité de recherche de requêtes pertinentes et de mots-clés. Et ensuite, il va falloir trouver ce qu'on va écrire, puisqu'on a un beau mot-clé, on sait qu'il est en accord avec ce qu'on a envie de traiter dans sa page, et maintenant il va falloir définir ce qu'on va raconter, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir de ce qu'on veut raconter pour chercher un mot-clé, et on va partir du mot-clé et définir vraiment ce qu'on cherche à raconter. Pour savoir ce que le moteur attend sur une requête, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a même qu'une seule, c'est d'arriver à identifier l'intention de l'utilisateur. Alors l'intention de l'utilisateur, ce n'est pas ce que l'utilisateur cherche quand il tape le mot-clé. C'est ce que Google a décidé de présenter à un utilisateur qui recherche le mot-clé. Donc c'est vraiment quelque chose de très subjectif, d'abord, ce n'est pas du tout objectif. On peut imaginer quelquefois faire une recherche sur un mot-clé, se dire tiens, ce mot-clé, il est génial. Et puis quand on passe à l'analyse sémantique, on se rend compte qu'en fait, le mot-clé, il est complètement à côté de la plaque. Parce que la réponse du moteur n'est pas adaptée à ce qu'on avait imaginé. La langue française est très complexe. On a beaucoup de synonymies, on a vraiment de la richesse d'un côté et puis de la difficulté en matière de SEO. Parce qu'effectivement, une SERP, c'est une réponse proposée et décidée finalement par un algorithme qui n'a rien d'humain. Même si il utilise les recherches effectuées par les internautes dans son moteur pour essayer de proposer la réponse la plus pertinente. Pour autant, on peut se tromper si on imagine ce que la personne imagine elle-même quand elle tape dans le moteur. Donc ce n'est pas ça qu'on va rechercher. On va vraiment rechercher, voilà, j'ai mon mot-clé, qu'est-ce que j'ai comme SERP en face de moi? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Est-ce qu'elle me parle d'acheter avec des réponses commerciales? Est-ce qu'elle traite le sujet de façon éditoriale? Et là encore, on a très souvent des surprises finalement. Donc ce travail, il est vraiment très important parce qu'il permet aussi de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur au moment de choisir son mot-clé. On a des SERPs qui sont très complexes, on a des SERPs mixtes, on a des SERPs avec des extraits enrichis. Et tout ça, c'est l'intention de l'utilisateur finalement. C'est l'intention de l'utilisateur telle que Google la conçoit et l'a décidée. Le pire dans tout ça, c'est que ça évolue. Une SERP
Aujourd'hui, elle peut être composée de certains résultats, et puis demain, elle peut avoir totalement bougé et finalement ne plus vouloir dire la même chose. Le deuxième point pour définir l'intention de l'utilisateur, c'est le sujet. Quel est le sujet réel sous cette SERP ? Et là aussi, il ne faut pas se fier à ce qu'on imagine, à ce qu'on pense, à ce qu'on pourrait savoir du sujet. Il faut vraiment aller se projeter par des outils et en analysant les résultats dans le traitement qui est fait du sujet. Un comment, un pourquoi, un quels sont, ce sont autant de questions qui sont finalement sous-jacentes à la requête principale, mais qui sont pour autant, qui vont teinter le résultat de recherche et dont il va falloir vraiment s'inspirer pour pouvoir espérer rédiger un contenu qui soit performant dans le moteur. Et le dernier point, et c'est peut-être celui sur lequel la remise en question doit être la plus importante, c'est le fond et la forme. De quoi est composée ma SERP ? Est-ce que ma SERP est composée de how-to, ces types d'articles découpés avec des données structurées, très très calibrées? Est-ce que j'ai un extrait enrichi? Est-ce que finalement, ma SERP, les meilleurs résultats ne sont pas des vidéos? Et là, il faut s'adapter. C'est-à-dire que le texte et le contenu texte n'est pas la réponse à tout. Quelquefois, le contenu pertinent, ce sera une vidéo, ce sera une infographie, ce sera demain un podcast. On sait tous que les podcasts sont quand même en train de fleurir et c'est vraiment un format, le format audio est de plus en plus apprécié. Donc pourquoi pas demain même avoir des réponses au format podcast dans les résultats sur certaines SERP. Et il faut vraiment se poser cette question-là avant de rédiger pour ne pas rédiger finalement un contenu qui serait complètement inutile. Donc là, on parlait de pertinence tout à l'heure, là on est à l'extrême opposé, c'est rédiger typiquement le contenu qui ne sert à rien. Rédiger pour rédiger, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça a peut-être fonctionné à un moment donné, le volume primé sur la qualité, le volume primé sur ce qu'on avait à dire, mais on est vraiment dans une tendance qui est plutôt inversée, où il faut venir répondre avec le contenu qui répond précisément finalement à l'attente du moteur. Donc une fois qu'on a défini son intention utilisateur, on peut rédiger en utilisant la rédaction web, en structurant sa page, en utilisant des titres. Tout ça sont des choses très sues et très vues, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. À la place, j'ai décidé de vous commenter 3 idées reçues qu'on entend tout le temps quand on fait de la rédaction de contenu. Donc la première, et j'en ai déjà brièvement parlé, il faut forcément écrire un texte long pour générer du trafic. Légende urbaine, largement répandue, et qui aboutit finalement à ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir des contenus toujours plus longs, où la lisibilité et l'internaute sont laissés à la marge. Donc il est vraiment grand temps de comprendre qu'un contenu qui génère du trafic n'est pas forcément un contenu long. Ici, je vous ai mis un exemple, un parmi tant d'autres, parce que j'aurais pu vous en présenter des centaines, sur un contenu de 300 mots qui génère 1 millier de visites mensuelles. Donc c'est un exemple, je ne vais pas donner le contexte, on ne va pas se poser la question des backlinks ou de tous les autres aspects du SEO. C'est un site qui effectivement est assez costaud et génère du trafic, mais on a quand même une page qui ne fait que 300 mots et qui génère un trafic conséquent. Bon, avec un CTR à 20%, on peut imaginer qu'on a 2-3 extraits enrichis sur cette page, donc elle a été correctement travaillée. Mais voilà, tout ça pour dire que le raccourci qui consiste à dire si je fais au moins 1000 mots, parce que moi ce sont vraiment les demandes que je reçois au quotidien, il faut que je fasse au moins 1500 mots dans mathématiques pour espérer avoir un contenu qui soit performant, c'est faux. Certaines requêtes appellent des contenus de 300 mots, d'autres requêtes appellent des contenus de 500 mots, et d'autres requêtes encore vont appeler des contenus de 5000 mots, parce que oui, ça existe. Sur certaines SERP, on a une véritable surenchère du contenu qui aboutit à des contenus très volumineux. Et effectivement, dans ces cas-là, on ne va pas vous dire le contraire, on ne va pas se dire on va faire 300 mots puis ça va passer. Non, quand la concurrence a surproduit des contenus dans une thématique, c'est assez compliqué de revenir à des formats de pages logiques, mais heureusement, ce n'est pas la majorité des thématiques, ce ne sont pas la majorité des thématiques aujourd'hui. Et du coup, dans la majorité des cas, voilà, il faut vraiment penser la longueur du contenu de façon chirurgicale et beaucoup moins globale
que ce qu'on a pu faire jusqu'ici et ne pas se dire que le contenu, la taille d'un contenu parfait, parce que c'est une question qui est très souvent posée dans le moteur pour le coup, la taille d'un contenu parfait n'est pas de 2000 mots, n'est pas de 3000 mots. Dans certains cas, elle est juste de 300 mots et c'est bien suffisant. La deuxième idée reçue concerne le contenu et l'originalité du contenu. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc le contenu original. Alors le contenu original, là aussi, ce n'est pas un contenu qui n'est pas dupliqué. Ce n'est pas ça l'originalité du contenu. Et le contexte actuel nous pousse vraiment à nous poser la question de cette originalité du contenu pour deux raisons. La première, c'est que la rédaction web et le SEO vit un moment historique, je serais tentée de dire, avec l'arrivée des IA de génération de contenu. Donc jusqu'ici, on a produit du contenu via des journalistes, des rédacteurs, on s'est mis à produire beaucoup, en masse même, et on passe encore à une autre étape avec ces intelligences artificielles qui permettent réellement d'écrire du contenu. Je ne vais pas prétendre le contraire. Ces IA de génération de contenu, elles sont déjà un problème qui est dans le collimateur du moteur. Parce que le moteur, lui, il n'a pas envie du tout d'être envahi de pages remâchées et redigérées par des intelligences artificielles. Son but, si on fait abstraction des aspects commerciaux, est quand même de donner une information, de donner une réponse à un internaute. Et le jour où le moteur ne sera plus capable de faire ça, il pourra... Alors, on en est très très loin et je n'ai pas envie de faire Madame Irma avec ma boule de cristal, mais le jour où le moteur est incapable de fournir des réponses vraies, les problématiques pour lui vont être importantes. Donc, il doit continuer à entraîner son algorithme à repérer la vérité et la qualité de l'information au milieu de son contenu. Donc, face à ces IA, le moteur a déjà mis en place des choses, et notamment donc, ce qu'on appelle l'Information Gain Score. Donc ça, c'est un tout nouveau brevet du moteur. Il y a une date là du 23 avril 2020, mais au final, les dernières avancées sur ce brevet ont été déposées au mois de septembre. Donc c'est un morceau d'algorithme qui permettrait, alors encore une fois, avec Google, on n'entre pas dans la réalité des choses, mais on peut l'imaginer avec ce morceau d'algorithme qui permet de détecter si un contenu donne plus d'informations qu'un autre contenu. C'est-à-dire que si toute la SERP était composée demain de contenus générés par l'IA et qu'un seul contenu était rédigé par un expert de la thématique qui soit capable de donner des informations que les autres n'ont pas, ce contenu-là bénéficierait d'un bonus de points, d'un score qui lui serait propre et qui impacterait forcément son positionnement dans les moteurs. Donc il y a d'autres travaux en cours qui tendent quand même à montrer le chemin qui est en train de suivre le moteur de recherche. Et ce qui est vraiment important de comprendre par rapport à ça, c'est que recracher, remâcher l'information qui est déjà produite, ça marchait, ça continue de marcher, mais ça marchera vraisemblablement pas bien longtemps. Et que même si, alors là on fait abstraction de l'internaute, mais même l'internaute cherche de l'information, mais le moteur aussi commence à se dire qu'il va falloir qu'il cherche l'info au milieu de la quantité de contenu qui lui est proposé et qu'il a grand mal à indexer, soyons clairs. La troisième idée reçue, alors c'est pas une idée reçue, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses et qu'on a amalgamé et on en a fait un truc qu'on a appelé sémantique. Donc pour moi, c'était important de remettre au clair ce qu'est une optimisation sémantique quand on fait du SEO et pourquoi ce n'est pas de la sémantique au sens linguistique du terme et que rajouter du champ sémantique d'un mot dans un texte ne sert à rien. Donc la sémantique, c'est une branche de la linguistique qui vise à étudier le langage. Voilà, ça c'est la sémantique. C'est ce que c'est, je serais tentée de dire réellement, c'est la discipline de base. Le web sémantique, c'est autre chose. Le web sémantique, c'est un web standardisé
dans lequel on va venir étiqueter les éléments, alors avec les données structurées, et puis avec d'autres éléments qui vont arriver dans les temps qui viennent. Et c'est une sorte de standard. Vous avez tous connu les mots-clés, les keywords qu'on affichait. On avait la title, la description dans les headers de nos pages. Et puis on avait aussi un champ mots-clés, keyword, qui a existé pendant un temps et puis qui a été abandonné par le moteur. Eh bien, on revient à ça, finalement, parce que ce moteur, il a quand même beaucoup de mal, beaucoup de pages à indexer, beaucoup de contenu et beaucoup de mal à identifier les liens entre les choses. Et pour ça, il va s'appuyer sur de la donnée que nous, êtres humains, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, allons être capables de lui donner. Ça, c'est le web sémantique. C'est un web plein d'étiquettes qui vont permettre demain au moteur de recherche de se repérer. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la sémantique, en l'occurrence, puisque aujourd'hui et même demain, un algorithme n'est pas capable de comprendre le langage, il est juste capable, finalement, de l'analyser mathématiquement et d'en déduire un certain nombre de résultats. J'avais envie de terminer cette conférence sur l'avenir du contenu, puisque le contenu évolue très très vite. On est passé d'un contenu bourré de mots-clés, avec des fautes, il n'y a pas si longtemps. On parle de 2016, 2017 encore, on bourrait nos contenus de mots-clés. Ils étaient même affichés en blanc sur les bas de page. Enfin, voilà, on a connu plein de techniques comme ça en matière de contenu. Et aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins, où l'internaute et le moteur se rencontrent, je serais tentée de dire enfin, mais ça c'est la rédactrice en moi qui vous parle, c'est-à-dire qu'il y a une vraie logique aujourd'hui entre ce qu'attend le moteur d'une part et ce qu'attend l'internaute finalement, qui est le vrai utilisateur des contenus qu'on produit. Et ça c'est plutôt chouette, parce que ça veut dire que la rédaction de contenu pour Internet tend à plus de qualité, à plus d'informations, et à moins de blabla, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le nommer, donc à des choses voilà, qui intéresseront enfin les gens qui vont les lire. L'avenir du contenu, on voit se dessiner le web sémantique ou le web 3.0, parce que le moteur de recherche et les acteurs du web de façon plus générale nous ont semé un certain nombre de petits cailloux qui font penser qu'on va vraiment entrer dans ce web sémantique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avenir du contenu ? L'avenir du contenu, il n'est pas dans le contenu. Il est dans le contenu et dans ce qu'on va être capable d'extraire du contenu et de proposer finalement au moteur pour lui permettre de reconnaître la qualité qu'on est capable de proposer. Le moteur, il a plus que jamais besoin d'informations données par les humains pour qualifier la qualité du contenu et lui éviter d'indexer toute cette production de contenu massif qu'on va voir arriver, on ne va pas se leurrer, avec les IA de génération de contenu. Donc on est à un moment un petit peu clé, où des changements sont à prévoir. Donc parmi, pour moi, les changements majeurs auxquels il faut s'attendre, il y a le balisage sémantique. Je ne parle pas des H1, des H2, des H3, je parle de balisage de données structurées, et de vrai balisage sémantique. Donc les données structurées, évidemment, qui sont aujourd'hui un petit peu les panneaux de signalisation du moteur de recherche, donc il en a besoin plus que jamais, et les entités nommées qui commencent un petit peu à être travaillées. Les entités nommées, ce sont justement ces informations qui sont stockées aujourd'hui dans des bases de données qui appartiennent au moteur de recherche, tiens donc, et qui lui permet finalement de laisser les humains décider de ce que veut dire un terme et des liens qui sont à faire entre les différents termes. Parce que la difficulté quand on est un moteur de recherche, c'est ça, c'est comment est-ce que je lis finalement telle expression avec telle autre, et la seule solution qu'on voit poindre, encore une fois, on parle un petit peu de l'avenir, même si on y est déjà presque, pour pouvoir identifier ces liens entre les expressions, entre les thématiques, et éviter les erreurs de synonymie qu'on a connues, le seul moyen finalement qu'a trouvé le moteur, c'est de demander l'information aux personnes qui sont capables de lui répondre avec certitude, à savoir les êtres humains.